Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission de la transformation. Une émission pensée pour poursuivre et prolonger les sujets abordés et la conversation entamée lors de la cérémonie des Brand Transformation Awards de décembre dernier. Une émission qui se place entre l'édition 2025 et la prochaine édition de 2026 qui aura également lieu en fin d'année. Vous l'aurez peut-être remarqué, nous sommes aujourd'hui sur le plateau de Mieux, la chaîne dédiée à la santé, et ce grâce à notre partenaire France TV Publicité qui est également régie publicitaire de cette chaîne. Nous allons échanger avec des membres du jury et des lauréats des Brand Transformation Awards 2025 et nous allons tenter de nous projeter sur les grandes transformations de 2026 attendues pour les marques. Nous accueillons d'ailleurs sur ce plateau Anne Imbert, vice-présidente marque, contenu et publicité d'Orange, et Marianne Siproudis, directrice générale de France TV Publicité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Swan, est-ce que tu peux revenir sur cette première édition des Brand Transformation Awards qui, en toute objectivité, a été un franc succès? Tout à fait, Elodie. Alors, c'était la toute première édition, mais aussi le tout premier événement organisé par la Réclame. Ça peut paraître assez étonnant, mais en plus de 10 ans d'existence, la Réclame n'avait jamais organisé le moindre événement. Donc, on ne savait pas vraiment vers quoi on se dirigeait. Mais dans ces cas-là, quand on ne sait pas vers quoi on va, on se rapproche d'experts, et c'est ce qu'on a fait notamment avec Emmanuel Prache, qui nous a accompagnés, et on a été rejoint aussi par toutes les forces vives du groupe VTScan, qui se sont mobilisées pour faire de cet événement une réussite. Voilà. Bon, je sais, on est dans un monde de chiffres, donc vous avez envie que je vous en dise un peu plus. Le jury des Brand Transformation Awards était composé à 100% d'annonceurs, donc on avait plus de 15 personnes, ce qui en fait, on peut l'avouer, une certaine singularité sur le marché. On a reçu plus de 100 dossiers, des dizaines de duos agences-annonceurs. 33 prix ont été remis, dont un grand prix et un coup de cœur du jury. On avait plus de 150 personnes présentes à la soirée. Et autre satisfaction, on va dire plus qualitative, ce prix était l'occasion pour la Réclame de se transformer et de se positionner comme le média de la transformation marketing. Nous allons y revenir. D'ailleurs, nous avons lancé depuis une rubrique dédiée à la transformation des marques, avec notamment des interviews exclusives de grands dirigeants comme Alexandre Simon de Burger King, Cécile Guillou de Picard ou directeur marketing globaux comme Arnaud Belloni de Renault. Voilà, la transformation nous porte. On remet cela pour 2026. Et justement, avant d'évoquer 2026, revenons sur ce qui a été primé en décembre. Donc, comme je vous le disais en préambule, pour cette première émission, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Imbert et Marianne Siproudis. Mesdames, bienvenue. Je vais m'adresser à vous, Anne. En tant que jurée, quel a été votre coup de cœur lors de cette première édition des Brand Transformation Awards ? Eh bien, tout d'abord, merci de nous accueillir ce matin. En tous les cas, ça a été assez difficile de choisir un coup de cœur. Pour ce qui me concerne, j'en ai eu plusieurs, mais il fallait choisir. Donc, j'ai choisi Géo, le coup de cœur, mon coup de cœur qu'on va présenter. Tout à fait, Géo qui a reçu l'or dans la catégorie meilleure utilisation de l'IA au service de la transformation. On va regarder le cas juste à l'instant. Pardon. En 50 ans, du fait de l'homme, les populations de vertébrés sauvages ont décliné de 73%. Des espèces qui disparaissent sans que l'on se souvienne de leur apparence. On ne doit pas les laisser disparaître de notre mémoire collective. Géo présente The Impossible Shots. Géo est un magazine engagé pour la nature et pour l'environnement depuis plus de 45 ans. Dans notre hors-série Fascinante faune sauvage, nous avons choisi de faire revivre, en photographie, 5 espèces animales disparues du fait de l'activité humaine. Ça nous semblait essentiel de montrer ces animaux, alors qu'il n'en existe pratiquement pas d'images. Alors la première étape, ça a été d'identifier les spécialistes, des biologistes, des paléontologues, des anthropologues, et il se trouve qu'ils sont aux 4 coins de la planète, un peu comme les animaux qu'on a choisis. L'IA générative fonctionne à partir de datasets. Donc pour pouvoir générer une image, il faut qu'elle existe dans le dataset. On a donc dû créer notre propre modèle, en se basant évidemment sur les données scientifiques. On s'est appuyé sur des illustrations, des 3D et des vues d'artistes. Voilà comment le thylacine, le quagga, la rétine de Steller
le lémurien koala et le dodo sont revenus à la vie dans des images d'un réalisme saisissant. Ces photos exceptionnelles sont à découvrir dans le hors-série Géo, Fascinante faune sauvage, disponible en kiosque le 6 août. Si on oublie ces espèces, on oubliera notre rôle dans leur disparition. Anne, on reproche souvent à l'IA de faire disparaître certaines choses ou de se substituer à l'humain. Ici, dans cette campagne, donc pensée avec BETC Full Six, justement, elle aide à faire renaître. Chez Orange, l'IA est une opportunité vécue comme une opportunité depuis plusieurs années déjà. Alors l'IA est au cœur de nos métiers, c'est certain, au cœur des réseaux. On l'utilise beaucoup et depuis de nombreuses années. Elle est au cœur de nos métiers. Elle nous challenge beaucoup sur la transformation. Là, on est entre communicants, marketing et experts. Elle a un impact non négligeable, mais elle doit avant tout être utile. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans le cas avec le cas Géo, c'est finalement l'IA au service de quelque chose. L'IA comme outil collaboratif. On a vu dans le cas que des experts sont mobilisés, scientifiques, journalistes, des créateurs également, des développeurs. Et donc l'IA permet cela. Et donc en effet, vous le dites, ce n'est pas un outil pour faire disparaître ou se substituer, mais au contraire, c'est un outil d'aide à la création, d'aide à la prise de conscience. C'est un outil extrêmement créatif. Alors on en parlera aussi plus tard, mais voilà, c'est plus qu'un outil aujourd'hui. C'est finalement un collaborateur à nos côtés, si tant est qu'effectivement on puisse bien former et gérer un certain nombre de limites qu'on doit aussi donner à l'IA. On va maintenant passer au coup de cœur de Marianne. Marianne, vous étiez l'invitée spéciale de ce premier jury des Brand Transformation Awards. Est-ce qu'il y a un cas qui a particulièrement attiré votre attention? Oui, c'est le cas de Renault. Donc la Renaulution, Renaulution, je ne sais pas comment on doit le prononcer en français, mais c'est un magnifique cas de transformation d'entreprise. Je pense qu'on peut peut-être voir leur film. On peut regarder le cas, en effet. Rien ne va plus chez Renault. When the company announced its decision to cut 15,000 jobs worldwide. Renault peut disparaître. Oui, Renault peut disparaître. Aujourd'hui, on est à un tournant dans l'aventure de l'automobile. 2020, Renault hits rock bottom. But there was still hope. Renault was the pioneer in electric cars, but electric cars were only 2% of the market. However, Renault decided to go all in on electric and started working on its new electric range to be available in 5 years. 5 years of fighting to make the electric market bigger by removing every mental barrier to electric adoption. Si on n'est pas capable de faire ça, je pense que c'est game over. Barrier number 1. Véhicule électrique en ville, oui. Véhicule à la campagne, j'en vois pas l'intérêt. Renault created the first 100% electric vehicles village in Appy, the most remote village in France. Barrier number 2. Il n'y a pas assez de bornes. Renault launched Plug-in, the Airbnb for plugs, by connecting electric car drivers with electric charger owners in small businesses everywhere in France. Barrier number 3. Je n'aurais pas le moyen d'acheter une voiture électrique. Renault launched Cars to Work, a new offer that allowed people with no income to access a car while they look for a job. Bénéficier de cette offre, ça élargit les possibilités. In 5 years, our actions moved Renault from 10th to 3rd place in brand love. We removed every mental barrier to electric and sold over 200,000 electric vehicles, making Renault the clear leader of the French electric market, a market we helped grow bigger, way faster than the European average. We brought jobs back to France and we broke records. And all of this before we launched our new electric range. L'industrie automobile est en danger. Ça va mal, sauf pour Renault. On va essayer les prochains 4 ans de faire ce qu'on a fait dans les premiers. Donc c'est pas fini. Évidemment, c'est pas fini, au contraire. Alors, c'est un cas qui a eu le Grand Prix, tout simplement chez nous, et l'or dans la catégorie meilleure collaboration annonceur-agence. Qu'est-ce qui vous a donné envie de voter pour ce cas? Donc, c'est la Renaulution qui est
été porté par Publicis Conseil côté agence. Alors, ce qui m'a donné envie de voter et de mettre à l'honneur donc ce cas, c'est que, en fait, on ne parle pas d'une campagne, on ne parle pas d'une nouvelle prise de parole, c'est vraiment une renaissance de marque. Et le film qu'on vient de voir l'explique, c'est-à-dire que quand on parle de transformation de marque, comme d'un exercice stratégique, là on voit que le travail a été fait en profondeur dans un contexte qui n'était pas facile, donc une entreprise qui doit se réinventer avec des pertes records, qui est dans l'instabilité, une image abîmée. Et donc là, il y a eu, d'abord regarder la réalité en face et faire un choix radical, comment transformer la marque en profondeur. Arnaud Belloni le raconte très bien lorsqu'on l'interroge, puisqu'il a évidemment orchestré au cœur de la direction de Renault toute cette transformation. D'abord une recentralisation mondiale de la création, donc là il s'agit bien de s'appuyer sur son agence, une cohérence globale, une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo avec ce losange épuré et puis plus moderne, presque originel. Et là, c'est vraiment un geste fort, c'est-à-dire que quand on revient à l'origine, comme ils l'ont fait, à ses racines pour mieux projeter l'avenir avec des composantes importantes, l'émotion, c'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement de l'électrification des véhicules, puisqu'on voit la problématique du poids sur le marché des gens qui achètent de l'électrique à ce moment-là, mais on parle plutôt d'une vision avec un récit. La transformation, elle est passée par un récit de la marque, de l'entreprise, avec une volonté d'être désirable, humaine, populaire au sens noble, et d'être vraiment dans l'essentiel, le territoire des entreprises, des voitures à vivre. C'était pas un territoire recyclé, c'était vraiment réinterpréter donc leur modèle et leur communication avec beaucoup d'émotion. Alors, le cas raconte certaines choses, oui, mais il ne fait que 2 minutes. Et on a fait une interview de Arnaud Belloni qui a duré beaucoup plus que ça, et il y a pas mal d'enseignements dedans. Il racontait notamment qu'en effet, il a recentralisé la création, comme de le dire, mais qu'en fait, en vrai, il a réduit le budget marketing tout en investissant davantage dans à la fois la production, pour avoir des films mieux craftés, etc. Il nous dit qu'il a abandonné le format 15 secondes en télé pour revenir à du 30, du 45, voire même du 60. Voilà. Il est revenu aussi en presse, magazine, affichage, etc. Et puis, je trouve que ce qui est hyper intéressant dans cette transformation, c'est que c'est beaucoup aussi investi. Il racontait que, par exemple, il passe une journée avec les équipes de Publicis Conseil à l'agence, toutes les semaines, à revoir tous les cas, etc. Et en plus, comme il est aussi directeur marketing de Dacia et d'Alpine, il fait pareil avec d'autres équipes à d'autres moments de la semaine. Donc, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur une transformation de l'entreprise, mais au sein de laquelle le marketing et la communication ont un rôle clé. Oui, avec une dimension émotionnelle forte qui passe justement par tous les assets et de ces films assez extraordinaires, en fait, qui font rêver. C'est-à-dire que Renault, en assumant son héritage de la R5, de la R4 et en les projetant vers demain, à travers ces films, est une marque qui fait rêver les Français aujourd'hui. On le sent très bien par cette communication qui a retrouvé la confiance et aussi qui recrée du désir, ce que recherchent plein de marques. Simplement, une voiture, c'est pas qu'une fiche technique, c'est pas qu'une performance technique, c'est aussi un objet de désir dans lequel on a une certaine fierté à vivre, plus ou moins longtemps dans sa journée d'ailleurs, ça dépend des personnes. Moi, mon coup de cœur a vraiment été de saluer cette transformation totale avec une cohérence à la fois stratégique, créative, identitaire, et puis le courage de se réinventer pour une très très grande entreprise. Donc c'est un beau cas, les enjeux étaient colossaux. Les enjeux étaient colossaux. Et puis
il raconte aussi quelque chose d'assez amusant, hein, c'est qu'en fait, il est arrivé, mais on est quand même sur un rythme industriel. Oui. Donc en fait, faire des nouveaux modèles, relancer la R5, etc. Quand lui, il est arrivé, la R5, elle était juste crayonnée. Oui. Et en fait, il a dû occuper le terrain pendant, alors pas 5 ans, parce que je crois qu'elle est sortie au bout de 3-4 ans, mais voilà, là, on voit tout le rôle de la communication pour faire naître du désir 3 ans avant la sortie d'une voiture. Oui. Quoi. Ça, c'est quand même, Et avec une agence très puissante, créative. Oui, ce qui est aussi bluffant, c'est que des grands films, ils en sortent tout le temps. Et c'est quand même, à un moment... Et quand il m'a dit qu'en plus, ils avaient réduit leur budget de marketing, j'étais abasourdi, parce qu'on avait l'impression qu'au contraire, il avait explosé, quoi. Oui, et comme il le dit, il a joué entre des médias à force puissance instantanée, de l'affichage, tout ce qui est visuel. Nous, on est ravis quand on a, chez France Télévisions, quand on diffuse des films de cette qualité, parce que finalement, on fait aimer la publicité aux Français. C'est-à-dire que c'est d'une telle qualité de narration artistique, évocatrice, que finalement, les Français aiment la pub et se retrouvent dans c'est assez net quand on interroge nos téléspectateurs et nos internautes. Il y avait aussi, c'était de grands films aussi portés par des musiques aussi pour beaucoup très connues et très fortes, très remarquables, donc très identifiables aussi. Exactement. Et ce qui est intéressant dans cette transformation aussi, c'est qu'elle ne fait pas table rase du passé. Non. Au contraire, ils en font une force. Donc il y a la R4, la R5, etc. Ils assument l'héritage en fait. Ils assument parfaitement l'héritage. Et ils le transforment et le projettent. D'ailleurs, ce qu'ils disent dans leur dernier spot en partenariat avec la Fédération française de rugby, c'est, je crois que c'est regarder en arrière pour aller de l'avant, ce qui va très bien avec le rugby. Voilà. Tout à fait. Ne pas faire d'en avant, en revanche. Exactement. Je pense que Arnaud Belloni veille à ce niveau-là. On va passer au coup de cœur de la réclame. Alors, on a longtemps hésité à se prêter justement à l'exercice du coup de cœur par souci de neutralité, mais la réclame a un cœur. Donc, un coup de cœur. Et notre choix s'est porté sur le slip français qui a été récompensé de l'argent dans la catégorie meilleur relancement de marque, service ou produit de l'année. D'ailleurs, on va regarder une petite vidéo avant d'en reparler juste après. C'était une catégorie qui était particulièrement bataillée. Jusqu'ici, le slip français n'était pas accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est la révolution. 13 ans d'engagement, 13 ans de conviction. Et aujourd'hui, un sous-vêtement accessible au plus grand nombre. Le slip français, c'est 300 emplois, 80 entreprises. Alors quand on baisse les prix par 2, on compte sur vous. Si vous voulez changer le monde, il faut commencer par changer de slip. On divise le prix par 2. Rendez-vous sur le slipfrançais.fr. Donc Swan, notre choix, c'est autant un choix porté justement par cette décision de diviser justement ce prix par 2, qui est quand même un peu rare dans le secteur, mais c'est aussi et surtout une première, entre guillemets, en télé. Tout à fait. Tout à fait. Alors si on remet un peu le contexte, Guillaume Gibault l'avait partagé quelques mois auparavant. En fait, le modèle du slip français s'érodait. Il faisait moins 10% de ventes par an. Voilà. Donc c'était pas la crise, mais ça s'est rapproché parce que quand on fait moins 10 par an, au bout d'un moment, il ne reste plus grand-chose. Voilà. Et puis sur en plus un métier où quand même, avec la production made in France, etc., les marges n'étaient pas forcément hyper confortables. Donc il fallait réagir. Donc ils sont partis sur le modèle, en effet, ils ont fait leur évolution avec la précommande et diviser les prix par 2, tout en renvoyant aussi le modèle industriel. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu s'en tenir là, sachant que c'est pour moi une marque qui a toujours beaucoup capitalisé sur à la fois la communauté, le social media, les relations presse, avec beaucoup de retombées en télé, etc. Ça aurait pu suffire. Sauf qu'en fait, ils ont souhaité aller plus loin et transformer aussi leur communication. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un cas particulièrement intéressant, c'est que c'est devenu, au passage, un annonceur télé. Et vraiment un annonceur télé pour qui, en fait, cet investissement est au centre de sa croissance. Il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif, c'est qu'on peut se dire, OK, c'est la crise, on va réduire les coûts. Au contraire, là, ils se sont dit, on va investir en télé, sachant que, comme ils le partagent, là aussi dans un article, dans notre rubrique transformation sur la réclame, auparavant, quand ils faisaient des tests en publicité, c'était 5 000 €. Là, sur la télé, les premiers tests qu'ils ont dû faire, c'était plutôt 50 000. Donc, ils ont dû vraiment réfléchir. Est-ce que c'était une bonne idée ? Bien se faire accompagner, ce qui a priori était le cas avec l'agence Média Plus du groupe Service Plan.
Et puis derrière, cet investissement, très bien le piloter pour déjà être en capacité de livrer, choisir les bons créneaux, choisir les bons programmes. Guillaume raconte d'ailleurs qu'il y a certains programmes, ça fonctionnait bien, d'autres ça fonctionnait pas. Avec le but derrière aussi, ça j'ai oublié de le dire, mais avant, c'était plutôt une marque qu'on achetait en cadeau. Voilà, un slip made in France, un caleçon slip made in France, c'est très bien, a priori plutôt pour les hommes 40, 50 ans, c'est ce qui semblait être leur cible. Et là, ils ont voulu, en divisant les prix par deux, donc en passant du caleçon à 40 € à 20, à être vraiment une marque d'équipement, c'est-à-dire j'ai besoin de nouveaux caleçons, j'en achète 7 d'un coup potentiellement, et c'est un prix qui reste quand même un investissement, mais qui est plus abordable. Voilà. L'investissement télé, il s'est fait, je trouve, de façon particulièrement intéressante parce qu'au-delà du pilotage très fin, il regardait vraiment tous les jours, en fait, l'impact sur les commandes, etc., avec des indicateurs a priori assez simples, mais ils voulaient les tenir. Ils l'ont fait aussi avec une copie télé de 20 secondes, très efficace, et en même temps, qui ne renie pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'une vidéo comme ça de Guillaume face caméra, avec un mouvement, quelque chose d'assez incitatif, etc., eh ben, ils l'ont déjà fait avant, en fait. Donc c'est vraiment ce qu'était la marque. Donc là aussi, ils n'ont pas fait table rase du passé. Ils sont vraiment allés ils ont joué avec leur force. Et maintenant, a priori, la télé fait totalement partie de leur stratégie. Ils disaient que sur un an, ils avaient recruté 200 000 nouveaux clients, dont 100 000 qu'ils imputaient directement à l'investissement télé. Oui, ils ont gardé cette incarnation aussi qui ont fait leur force et leur identité des débuts. Tout à fait. Tout à fait. Marianne et Anne, merci. Vous allez maintenant passer en coulisses et on se retrouve tout à l'heure pour la 4e partie de l'émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Place maintenant aux lauréats des Brand Transformation Awards. Petite précision, si nous évoquons aujourd'hui 4 cas, ils sont 33 lauréats en tout que vous pouvez découvrir ou redécouvrir sur la réclame, évidemment. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Lydie Haquet, responsable service marque et communication corporate de CNP Assurance, et Luc Wise, CEO et fondateur de The Good Company. Bienvenue à vous. Merci. Donc, on va se remettre dans le bain avec une petite vidéo. Cette annonce immobilière n'existe pas. Mais ce qui est malheureusement vrai, c'est qu'il y a encore des femmes qui ont surmonté un cancer du sein et qui ne peuvent pas toujours réaliser leur projet immobilier. Une campagne en fait publicitaire, un peu choc, ne pas vendre aux femmes ayant eu un cancer du sein. Et je voulais montrer donc cette image, elle est dingue. voilà, qui est liée à une campagne qui permet aux femmes qui ont eu un cancer du sein d'accéder à la propriété. Luc, comment vous est venue cette idée d'annonce immobilière choc, pas à vendre? Ouais, alors c'était déjà quelque chose qui nous trottait un peu dans la tête. Parce que la réalité, c'est que CNP avait déjà créé cet engagement avec beaucoup d'utilité, quelque chose de très utile, mais en même temps très discrètement. C'est-à-dire qu'ils avaient fait juste un communiqué de presse. Et d'ailleurs, c'est bien, parce qu'il faut d'abord faire avant de faire savoir.
Mais nous, on constatait quand même que cet engagement qui allait plus loin que la loi, qui aidait les personnes qui avaient eu un cancer du sein et leurs proches à accéder à la propriété, cette initiative avait des très bons retours de la part des associations et aussi des personnes concernées qui disaient c'est super, c'est utile. Et on s'est dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas davantage de personnes qui sont au courant de ça. Parce que ça peut leur être utile, et puis aussi pour que CNP, quitte à... Parce que c'est un choix courageux, hein, ça a un coût, tout ça, un coût économique, tout ça. C'est un peu dommage que CNP n'en retire quelques bénéfices aussi en termes d'image. Et donc ça nous trottait un peu dans la tête, et puis on s'est dit, il faut trouver un prétexte. Donc il y avait l'Octobre Rose qui arrivait, et donc on a briefé des équipes, et c'est une équipe de Joël et Eva, chez nous, on a briefé plusieurs équipes, ils sont arrivés avec ça, et on l'a vu en interne, et on s'est dit, il y avait une forme d'évidence, en fait. On s'est dit, bon sang, c'est ça. Tout le monde connaît ces panneaux à vendre. Tous les Français et les Françaises connaissent ce panneau à vendre. Et pour poser un problème qui est méconnu, sur le sujet de l'accès à la propriété, quoi de mieux que ces pancartes iconiques, les détourner pour faire comprendre aux gens déjà le problème, pour ensuite amener la solution. Et ça nous a paru comme une évidence, en fait. C'est quelque chose de très, très graphique, très iconique. Là, je regarde par la fenêtre, il y a probablement quelque part un panneau à vendre. Et donc, souvent, détourner des choses connues de tous pour hacker un peu le cerveau, c'est une des meilleures façons de faire connaître une cause ou un engagement. Lydie, j'ai une double question. Quels freins avez-vous dû affronter pour mettre en place déjà cette nouvelle garantie, enfin, pour parler de garantie, et aussi derrière pour mettre en place la campagne? Alors, en fait, pas de frein, ou très peu. Chez CNP Assurance, on a un ADN, on a une raison d'être qui nous pousse à incarner complètement notre mission. La mission qu'on se donne, c'est de repousser les limites de l'assurance dans nos produits, dans nos actions, dans nos services. Donc forcément, cette initiative... c'était quelque chose qui nous travaillait depuis un moment. Et comment rendre l'assurance utile au plus grand nombre, comment inclure le plus grand nombre de personnes, quel que soit leur parcours de vie, c'était d'aller chercher ceux qui sont aux abords de l'assurance. Et donc d'aller les chercher, les ramener pour faire en sorte que les femmes qui ont eu un cancer du sein puissent effectivement emprunter au même titre que toutes les autres, sans surprime, sans exclusion, dès la fin de leur protocole thérapeutique. Donc déjà, le produit by design inclusif. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, sur la campagne, un peu comme Luc l'a dit à l'instant, une évidence aussi, pas de frein, un engouement réel quand il a fallu présenter la campagne à la direction. Ça a été un oui, un grand oui tout de suite. C'est vrai que CNP Assurance est une marque institutionnelle qui parle plutôt de façon institutionnelle. Là, on sortait vraiment du cadre habituel. On a cette très belle saga avec la valse de Tchoskatovic que tout le monde connaît. Mais là, Luc et ses équipes nous ont proposé quelque chose qui allait plus loin, plus fort. Et puis, on voulait sensibiliser sur la problématique et puis engager. Et donc, non, pas vraiment de frein. Un petit frein quand même, j'ose en parler. Quand on a voulu déployer la campagne, certaines régies ont eu un petit frein. Et parce que c'était très fort, parce que c'était engageant, et c'était du détournement, justement. Et puis il y en a d'autres qui nous ont complètement ouvert les portes. On a eu des vrais partenariats, notamment avec Se Loger, où ils ont créé des choses pour nous, et ça a amplifié la campagne, et ça a été un bel accélérateur. Parce que on a été jusque sur le terrain avec ce détournement des panneaux, mais aussi des annonces immobilières. Et donc ça a été qui tout doux. Super. Et du coup, les freins ont totalement été levés puisque vous avez renouvelé l'expérience, non ? Exactement. Merci de le signaler. Parce que les femmes, elles ont, on s'est occupé d'elles.
Et puis, il y a les hommes aussi. Et donc, les hommes avec un cancer, qui ont eu un cancer de la prostate ou du testicule, eh bien, on leur a proposé la même initiative, c'est-à-dire que maintenant, depuis 2025, ils peuvent également emprunter sans surprime ni exclusion de garantie, de la même façon que pour les femmes, ce que l'on a fait pour les femmes. Et on parlait des freins aussi tout à l'heure. Il y a eu aussi un accélérateur, c'est l'employé advocacy, qui a été une campagne absolument remarquable, parce qu'on a imprimé les panneaux, et puis on les a distribués à nos collaborateurs. Et ils s'en sont emparés, et ils ont été les afficher, prendre en photo leur habitation avec ce panneau, et le diffuser sur les réseaux sociaux. Et ça a été vraiment un succès sans précédent. Alors du coup, est-ce que cette campagne a transformé votre marque? Quelque chose me dit que oui, mais je vous laisse répondre. En fait, je ne parlerai pas de transformation, je parlerai de progression. Progression de la fierté en interne, fédérée. Voilà, il y a eu ce collectif qui s'est retrouvé un petit peu partout dans le monde aussi, parce que voilà, l'initiative elle est française, mais partout où on est implanté, 17 pays, l'Amérique latine, l'Italie, l'Europe, enfin voilà, tout le monde s'est retrouvé autour de ça, autour de la campagne, autour de l'initiative, et le collectif que nous formons tous a vraiment eu cette fierté et l'envie de porter à la connaissance de tous cette belle initiative. Je suis désolée, je répète beaucoup, mais c'est vraiment ça, puisqu'on a été les premiers à le faire. Et d'ailleurs, depuis, on a été suivis, donc ça, c'est plutôt aussi une fierté. Et puis, une progression aussi sur la mise en lumière de la marque dans les médias. On l'a vu dans le petit cas, il y a eu beaucoup de retombées presse, même si on a eu un tout petit budget publicitaire. Ben voilà, ça a été sympa aussi que les médias parlent de nous. Et donc un coup de projecteur sur la marque, une progression de la notoriété, de l'image, parce qu'on est plutôt une marque discrète. On n'a pas de grandes campagnes et assez peu de campagnes produits. En fait. Et Luc, est-ce que c'est un projet qui a changé, côté Good Company, un peu la vision de ce que pouvait être une campagne, ou en tout cas la façon de travailler avec vos clients? Je ne dis pas que ça a changé, mais c'est vrai que ça a été un essai transformé. Depuis longtemps, les agences essayent de dire qu'ils sont autre chose que juste des fournisseurs de campagnes. Aujourd'hui, des robots peuvent fournir des campagnes. Notre organisme professionnel, la ACC, dit qu'il y a deux pieds. Il y a la création et il y a le conseil. Et souvent, la création découle d'un bon conseil. Et on essaie de remonter un peu dans la chaîne de valeur de nos clients, parce que pour nous déjà, évidemment économiquement, c'est plus intéressant d'être vu comme un partenaire stratégique, ce qui est le cas avec CNP, l'assurance et la plupart de nos clients. On a cette chance-là d'avoir des clients respectueux et qui nous voient comme des partenaires, et pas juste des prestataires qui fournissent des fichiers, mais aussi des gens qui réfléchissent en amont de fournir des fichiers. Et d'ailleurs, c'est bien pour l'agence, parce que ça nous valorise économiquement, mais aussi humainement. Et puis c'est bien aussi pour les annonceurs, parce que c'est rare qu'une campagne sortie de nulle part, faite par une personne ou deux personnes sans réflexion en amont, fasse vraiment bouger les lignes d'une entreprise ou d'une marque. Je ne connais pas beaucoup d'exemples de ça dans l'histoire de la communication. C'est peut-être un fantasme de certains annonceurs, mais je recule pas beaucoup de clients qui ont fait des choses en interne ou avec une ou deux personnes qui étaient leurs potes, et puis ils se rendent compte que ça ne construit pas grand-chose. Donc non, nous on a toujours considéré que la création aide à la transformation des entreprises. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Là, ce dont on est très fiers, je pense, c'est que cette campagne a été un succès en termes de communication, mais comme l'expliquait Lydie, au-delà de ça, a fait progresser ou a fait évoluer les lignes sur l'entreprise sur d'autres critères. Je crois que deux choses dont, à titre personnel, je suis le plus fier, et je pense que beaucoup de mes équipes se retrouvent là-dedans, c'est la progression de la fierté des collaborateurs et collaboratrices qui ont repris cette campagne. C'est un acte un peu de progression, de transformation quand même. Toutes les équipes de CNP qui ont mis cette pancarte et qui ont participé, ça c'est le premier axe de fierté. Puis le deuxième, et c'est probablement ça qui nous a le plus motivés, en tout cas je parle pour moi,
probablement pour une grande partie de mon équipe, c'est aussi, on sait que pour qu'une entreprise progresse ou se transforme, la confiance est essentielle. C'est-à-dire que sans confiance, c'est vachement difficile de faire évoluer les choses. Et les gens ont besoin de prendre confiance. D'ailleurs, on dit transformer l'essai. C'est-à-dire qu'il y a un essai. Il y a eu un essai sur le cancer du sein, mais il fallait le transformer. Et nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était donner confiance aux équipes de CNP, donner confiance à la direction de CNP pour aller plus loin et commencer à couvrir d'autres cancers, ce qui a été le cas, bien sûr, avec le cancer de la prostate et des testicules. Mais c'est ça aussi, c'est que la créativité doit être au service de la transformation. D'ailleurs, si on réfléchit en dehors de la communication et du conseil, on pense que la transformation se passe par des charts Excel. Dans le conseil, notamment, quand on réfléchit à l'histoire du monde, la plupart des transformations scientifiques ou artistiques, les grandes transformations scientifiques et artistiques, ou les grandes progressions scientifiques et artistiques, c'était plutôt des idées, des hypothèses, plus que des process. Voilà. Donc la créativité et l'idée aident la transformation. Copernic n'avait pas beaucoup de fichiers Excel à sa disposition, même si bon en maths. Il ne cherchait pas à optimiser sa marge. Ne cherchez pas. Oui, peut-être il aurait dû, il aurait peut-être progressé certaines choses. Très bien. Alors, juste pour rappeler, c'est une campagne qui a eu l'or dans la catégorie meilleur engagement sociétal au service du business, qui, pour l'anecdote, est la catégorie préférée de mon associé Fabrice Valmier au sein du groupe VTScan, qui s'est beaucoup investi dans ce prix. Voilà, Fabrice, si tu nous vois. Voilà. Merci Fabrice. Ouais, très bien, merci beaucoup. En tout cas, je vous invite à retourner en coulisses et on va passer à la 4e et dernière partie de l'émission de la transformation. Anne et Marianne, de retour parmi nous, pour se prêter à un petit exercice prédictif avec cette question: à quelle grande transformation les marques peuvent-elles s'attendre en 2026 ? Qui commence? Qui se lance? Voilà. Moi, je veux bien. Elles sont nombreuses. Je pense qu'on en a beaucoup parlé entre nous et sur le plateau. Les transformations, on les voit, on les vit. On parle de l'accélération de la technologie. Mais l'adoption de cette technologie, et quand on parle de technologie, on parle beaucoup d'IA dans nos métiers, elle se fera que si les marques, elles suscitent et gagnent la confiance. Je pense que le mot 2026, c'est la confiance. Et ça, c'est un point qui est clé parce que la technologie s'accélère, la confiance, elle ne s'accélère pas. Et si on veut continuer d'exister, continuer d'être référent dans ce que l'on fait, il faut qu'on puisse générer, susciter, être en confiance. Et donc, les marques, elles ont à prouver cette confiance. Et ça, c'est un point clé quand on parle de transformation dans nos métiers. C'est essentiel. Après, on parle d'IA. Donc, l'IA est au cœur de nos métiers. On l'a vu pour le cas Géo, donc mon coup de cœur. C'est plus qu'un outil aujourd'hui. C'est véritablement une manière de faire différemment. Aujourd'hui, une marque, elle parle à l'IA qui parle au client. L'IA génère aussi des audiences. Donc, il y a tout un enjeu aussi de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux. On parle aussi beaucoup de surabondance des contenus qui sont là aussi générés par l'IA. Pour autant, est-ce que nos audiences, est-ce que nos clients les voient, les considèrent? Est-ce que la marque, elle est là, elle est présente, elle est authentique? Donc cette notion de confiance, d'authenticité, de reconnaissance aussi, de faire sens aussi pour les clients, elle est essentielle. Et puis peut-être un dernier mot, parce que le sujet est très très vaste. Il y a ce sujet de l'ultra-personnalisation, ce sujet aussi de faire sens pour des communautés d'intérêt aussi. Et puis, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et Marianne, tu l'as dit, pour le cas Renault, c'est de ne pas se renier. Donc, une marque qui continue d'exister, qui continue de faire sens pour ses clients, c'est une marque qui a une histoire, qui ne renie pas son passé, et qui pourtant se réinvente en permanence, tout en, encore une fois, étant un repère de confiance pour les clients. Donc, voilà. Donc, c'est un vaste sujet. C'est difficile de résumer tout ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est passionnant pour nous, experts de la communication, experts du marketing. Je pense qu'on est vraiment au cœur de cette transformation qu'on vit aujourd'hui. Très bien. Je reprends un peu
ton point notamment sur le côté passionnant, parce que finalement, être dans une transformation des entreprises et accompagner avec la communication la transformation, c'est assez formidable. On est en mouvement, on est en dynamique. Et alors, j'ai la profonde conviction qu'en 2026, la transformation, ça ne va pas être qu'un projet pour les entreprises, c'est un peu un état permanent. Donc, on doit travailler constamment notre transformation, évidemment la guider d'un point de vue stratégique, au niveau produit, au niveau service, mais se dire que c'est un mouvement continu d'adaptabilité, d'agilité pour s'adapter, dans lequel, comme on doit intégrer qu'on est dans une incertitude quand même qui est une sorte de donnée structurelle, en tout cas si on regarde les 5-6 dernières années, et donc on n'est pas dans une crise ponctuelle, ça veut dire que les entreprises et les marques doivent sans cesse, non pas complètement se remettre en question, mais se préparer à être dans des transformations évolutives, et c'est ça qui est très intéressant. Ce que je pense, pour rejoindre à la confiance que tu disais, je partage tout à fait ton point de vue. Aujourd'hui, les marques, elles n'ont pas à concevoir des messages, mais bien des preuves de leur service, et c'est finalement leur réputation qui est un alignement entre un discours stratégique du dirigeant, évidemment ce qu'on trouve dans des produits ou des services, et puis l'expérience que va vivre le client qui va acheter. Donc c'est bien cet alignement qui nourrit la réputation et dont on a tant besoin aujourd'hui. Enfin, je pense qu'avec l'IA, plus le monde va être automatisé, et évidemment il va l'être, parce qu'on l'a dit, ce sont des agents intelligents et qui nous font gagner beaucoup, plus la singularité de la marque, finalement, va compter. Donc c'est bien cette singularité qu'il faut travailler au niveau de la communication, avec un certain nombre d'assets, mais aussi arriver à le dire, et pas uniquement être dans une technicité rapide. On parlait des messages, 10 secondes, 15 secondes pour occuper, pour faire du bruit, mais bien être dans un récit, dans des preuves. Et aussi, je pense que les marques qui vont continuer à émerger sont celles qui ont un rôle sociétal. On parlait tout à l'heure ensemble des Cannes Lions. Moi, ce qui m'a frappé l'an dernier de regarder toutes ces créations mondiales, c'est que celles qui ont été élues, donc par des communicants, des agences du monde entier, ce sont celles qui portent aussi des messages dans lesquels il y a un bénéfice, une évolution du service de l'entreprise. Je pense notamment au cas d'AXA, mais il y en a plein, vous aussi, vous êtes aussi dans cette démarche. Qui a eu l'or dans la catégorie meilleur lancement de service. Exactement. Transformation Awards. Exactement, et je crois que ça, c'est dans cette transformation, j'ai envie de dire, c'est aussi un retour, parce que je pense que les entreprises l'ont toujours eu, ce rôle sociétal. Mais maintenant, il faut qu'elles le prouvent et qu'elles l'intègrent et qu'elles le disent de manière à ce que, à la performance économique sur laquelle on est tous jugés, la contribution positive, en fait, est associée et permanente. Et quelque part, ces deux notions sont vraiment interdépendantes. Donc, c'est un peu le message et la vision que j'ai pour 2026 avec toi, Anne, et avec vous sur cette transformation. Et quelque part, c'est passionnant. Parce que quand on peut allier cette performance sur laquelle on est jugé, mais en donnant un peu plus de sens à cette performance, en transformant et en accompagnant nos équipes dans cette transformation, voilà, on est dans une belle dynamique. Tout à fait. Alors, côté la réclame, on observe un certain nombre de transformations culturelles, médiatiques, sociétales. Notre question qui est ouverte est toujours comment les marques vont se positionner par rapport à ces transformations. J'en ai listé quelques-unes. La première, je vais parler de la creator economy, qu'on appelle aussi les influenceurs, mais plus de créateurs maintenant, qui en tout cas montent sur les marques, et notamment le cas le plus spectaculaire qu'on a traité aussi sur la réclame, c'est le lancement de Ciao Kombucha par Squeezie.
qui est un cas très spectaculaire. Selon les classements, c'est le meilleur ou le troisième meilleur lancement de boissons non alcoolisées en 2025. Et en plus, il est lancé au printemps, donc c'est même pas une année complète. Voilà. Pour donner quelques chiffres aussi, le marché du kombucha en France était estimé à 6 millions d'euros et il en aurait vendu pour plus de 23 millions. Voilà. Donc très impressionnant. Et avec derrière un associé, par exemple, dont la vision est vraiment que les créateurs maintenant vont servir aussi à lancer des marques de grande conso. Et pas juste un side project avec des t-shirts ou autre. Là, on est vraiment sur la constitution de marques. Donc, à voir comment, en tout cas, les marques, ces nouvelles marques, vont devenir des marques peut-être plus conventionnelles, moins dépendantes de leurs créateurs, et comment les autres marques qui ne sont pas portées par les créateurs vont se positionner. Donc, ça, je pense qu'on va l'observer dans les prochains mois. Il y a aussi un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est toute la digitalisation, notamment de la publicité télé avec la CTV, ou sur l'audio digital, ou sur le DOH. Est-ce qu'on va voir émerger en fait, des cas particulièrement créatifs qui vont se servir de la CTV pour faire des choses qu'on ne peut pas faire en télé? Je pense que Marianne aura certainement des éléments prochainement à ce sujet. Donc ça, je pense que c'est une transformation qui est intéressante. Et puis après, il y a un sujet peut-être aussi démographique, avec, on le voit d'un côté, de plus en plus de seniors, de l'autre côté, une baisse de natalité. On voit aussi des choses comme apparaître, alors, je ne dirais pas que c'est lié, mais peut-être comme des gens qui se qualifient comme parents d'animaux maintenant. Et on voit des marques qui se saisissent déjà de ces opportunités-là, comme Verbaudet, spécialiste de la puériculture, qui maintenant va vers des produits pour animaux, ou même McDonald's qui a lancé son Happy Doggy, voilà, comme un écho au Happy Meal. Donc à suivre, je pense qu'il y a là aussi quelques opportunités de transformation pour les marques. Voilà, c'était l'instant boule de cristal. Et c'était aussi le mot de la fin donc, de cette toute première émission de la transformation. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la suivre qu'on a eu à vous la présenter. On se retrouve tout au long de l'année sur la réclame pour parler de transformation des marques. Et à nouveau en fin d'année pour la cérémonie des Brand Transformation Awards et récompenser les meilleures transformations de marques. On me dit dans l'oreillette que ce sera certainement le 8 décembre, donc à vos agendas. Et on remercie à nouveau France TV Publicité et Mieux pour ce tournage en studio. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.